Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Mathieu et je vous propose de découvrir ensemble Apache Pinot et ses différents types d'index. Donc, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant et formateur pour Zenikhalil. Si vous pouvez me contacter, vous pouvez me contacter via mon Twitter, mon GitHub, vous avez mon mail à Zenika et pour les curieux, vous avez mon blog où je parle principalement Java, parfois aussi Quarkus. Je suis Google Developer Expert sur les technologies GCP et contributeur Quarkus régulier. Et je suis venu en Bretagne pour la première fois la semaine dernière, en vacances. Merci. J'avais jamais dépassé Nantes, qui je crois... Enfin, bon, n'en parlons pas. On m'a dit de ne pas aborder le sujet, c'est des collègues rénois qui me l'ont dit. Ok, donc, disclaimer, je ne suis pas expert Apache Pinot. Si vous avez des questions compliquées, j'y répondrai pas. Je n'utilise pas Apache Pinot en production, donc ne me demandez pas comment ça marche en production. Cette présentation, c'est une introduction basée sur mes expérimentations. Donc, on va expérimenter ensemble Apache Pinot et découvrir un certain nombre de choses sur cet outil. Donc, Apache Pinot, en une ligne, c'est une base de données OLAP, temps réel, pour répondre à des requêtes de type OLAP, donc OLAP Online Analytics Processing, donc pour répondre à des requêtes de type Analytics sur des gros volumes de données avec une latence faible. C'est inspiré du vin Le Pinot, ça c'est donc quand on est français, on est content de voir ce nom, et ça a été créé par LinkedIn et Uber. Alors, tout d'abord, OLAP Data Store, donc une base de données OLAP. En fait, OLAP, ça veut dire quoi? OLAP, ça veut dire que c'est une base de données, donc Online Analytical Processing, donc c'est pour faire des requêtes de type Analytics. Ça s'oppose à Online Transactional Processing, OLTP, qui est pour faire des transactions. Donc quand on est sur une base de type OLTP, c'est les bases de données classiques comme on les connaît. C'est des bases de données qui sont optimisées pour faire des requêtes de lecture via clé primaire, d'insertion, de mise à jour, de suppression. C'est fait pour faire du transactionnel. Une base de données OLAP, le but c'est je prends beaucoup de données et je les analyse. Donc, voilà. Donc c'est une base qui est real-time. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. On peut faire de l'ingestion de données en temps réel. Tous les systèmes OLAP ne le permettent pas. C'est-à-dire vous pouvez insérer des données dans Apache Pinot via son API ou via un driver Pinot ou via un broker. Il y a des outils pour directement ingérer depuis un broker Kafka vers du Pinot. Et ça veut dire aussi qu'on est capable de faire du requêtage de données en temps réel. Certains systèmes OLAP ne permettent pas de faire du requêtage en temps réel. Pourquoi? Parce que c'est des systèmes qui disent il y a tellement de données que je gère tellement de données pour une requête que en fait, je ne suis pas du tout optimisé pour être appelé avec plusieurs requêtes concurrentes ou je ne suis pas optimisé pour répondre en quelques centaines de millisecondes. Par exemple, un système OLAP qui va lancer des jobs Hadoop, il ne peut pas répondre en quelques millisecondes. Il est capable de traiter des téraoctets de données, mais il n'est pas fait pour faire du real-time. Low latency, le requêtage est très rapide, même à un fort débit. Donc, Pinot est distribué. Il a été conçu pour faire du scale-up ou du scale-out sans limite. Donc, il est aussi bien capable de tirer parti, d'avoir des grosses machines avec beaucoup de CPU, beaucoup de RAM, que de tirer parti de beaucoup de machines. Alors, la phrase d'après, moi j'ai un peu tiqué quand je l'ai vue. Grosso modo, ce qu'ils promettent, c'est que les performances restent toujours constantes en fonction de la taille de votre cluster et d'un seuil de requêtes par seconde attendu. Ce qu'ils veulent dire, c'est que, grosso modo, vous avez un scale qui va être linéaire par rapport à un seuil de requêtes par seconde et une taille de dataset. Les données sont partitionnées en segments, les segments peuvent être répliqués et les segments vont être distribués sur l'ensemble de vos nœuds. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir une table qui va dépasser la taille d'un nœud, puisque l'endroit où on va stocker la donnée va être segmenté, distribué et répliqué. Donc, au niveau architecture, c'est du stockage en colonne. Ça veut dire qu'au lieu d'aller stocker des données ligne par ligne dans une table, on va stocker chaque colonne indépendamment. Encore une fois, comme c'est pour faire de l'analytics, ça permet de rapidement
faire des agrégations sur un ensemble de colonnes, par exemple, ou des tris sur une colonne, puisqu'on va travailler colonne par colonne. Pinot a plusieurs techniques d'indexation et de préagrégation intelligentes pour une faible latence. Donc il est capable de répondre très rapidement sur des gros jeux de données parce qu'il a des techniques d'indexation et de préagrégation assez poussées. Il permet une ingestion des données en real-time ou en offline. Donc real-time, je dis via l'API, le driver ou du batch, ou un broker. En offline, via un batch. Donc vous pouvez charger un batch de données qui va aller créer des segments d'une table. Et après, par contre, ces segments seront immuables. Donc, quand vous créez une table dans Pinot, vous lui dites juste, soit si c'est une table real-time, soit une table offline. Une table offline, on la charge une fois pour toutes, et après, les segments sont immuables. On ne peut plus les modifier. Alors, ça, c'est l'architecture. C'est le diagramme d'architecture qui est disponible sur le site de Pinot. Donc, il y a deux points d'entrée sur le cluster Pinot. Vous avez un point d'entrée via le contrôleur Pinot, qui contient un zookeeper, et c'est lui qui va faire l'orchestration du cluster. Donc, par exemple, quand on se connecte à Pinot, on peut se connecter au zookeeper pour pouvoir avoir ensuite savoir un peu après comment on se connecte sur les différents composants de Pinot. Donc lui, c'est gestion du cluster. Ensuite, vous avez le broker. Le broker, c'est lui qui va recevoir toutes les requêtes que vous passez à Pinot. Elle va être reçue par le broker. Et ensuite, le broker, il va aller appeler les serveurs qui stockent et qui calculent les requêtes. Chaque serveur qui a les segments sur lesquels votre requête doit s'exécuter va exécuter en fait des fractions de requêtes sur les segments. Et ensuite, ça va être réagrégé par le broker qui va vous répondre. Donc le broker, c'est le point d'entrée pour le requêtage sur le cluster. Les serveurs peuvent être soit real-time, soit offline. Vous pouvez dédier des serveurs à des bases real-time, des bases offline, des tables offline. Et en fait, après, ce sera eux qui vont être chargés de stocker les segments. Et après, vous pouvez avoir des systèmes d'ingestion de données. Voilà. Et il peut se connecter à plein de systèmes. Voilà. Donc, le contrôleur, c'est constitué d'Apache LX donc pour la gestion du cluster et de Zookeeper pour la coordination. Il va s'occuper de l'orchestration, la réplication des segments, la gestion de l'état des différents composants du cluster. Le broker reçoit les requêtes des clients, achemine leur exécution vers un ou plusieurs serveurs Pinot avant de renvoyer une réponse consolidée. Le serveur il va stocker les segments et exécuter les requêtes. Donc Pinot il va colocaliser le stockage et les traitements. Un serveur peut être soit real-time, soit offline. Et on a un autre composant qu'on peut démarrer, qui s'appelle un Pinot mignon, qui va permettre d'exécuter des tâches en tâche de fond au sein du cluster. Ouais. Par défaut, on ne le démarre pas. Bon, on va regarder. C'est pas ça. Alors, je vais démarrer Pinot. Ça va pas être très compliqué. Je vais utiliser un Docker Compose. Donc il y a un Docker Compose qui est fourni sur le site de Pinot que vous pouvez utiliser. Vous voyez à peu près? Ouais, c'est pas mal. Donc il va démarrer tous les composants, vous l'avez dit, il y en a pas mal. Il démarre un Zookeeper, il démarre un contrôleur, c'est le contrôleur qui se connecte au Zookeeper. Il va démarrer un broker pour qu'on puisse envoyer des requêtes et il va démarrer un serveur. Donc bon, il faut avoir pas mal de mémoire si on veut tout faire tourner. Par exemple, le serveur, on voit qu'il est démarré par défaut avec une HIP entre 4 et 8 gigs. Donc, Pinot, c'est écrit en Java, vous le voyez là maintenant. Et voilà, ça nécessite quand même pas mal de mémoire. C'est fait vraiment pour du gros calcul. On ne démarre pas un Pinot si on veut stocker quelque part 500 megs de mémoire ou juste quelques millions de données comme ce que je vais faire là. C'est un gros truc. Donc, Docker Compose up. Et là, il va me démarrer ma stack Pinot. Ensuite, je vais vouloir aller créer une table. Donc là, je me suis basé sur un dataset open source qui est les crimes dans la ville de Chicago. C'est un truc c'est sympa, quoi. Donc la première chose à aller faire, c'est d'aller créer un schéma pour décrire les données que vous allez vouloir mettre dans votre table. Donc là, j'ai créé un schéma. Le schéma, je vous montrerai après d'où il vient. Quand on crée un schéma dans Pinot, on lui donne un nom, bien sûr, et ensuite on va définir tous les champs de la table. Pour chaque champ, on va donner un nom et un type de données. Et ce qui est un peu spécial, c'est qu'on doit dire de quel type, de quelle catégorie est le champ.
Et là, par exemple, j'ai un ensemble de champs qui sont de la catégorie dimension. Un champ dimension, c'est un champ sur lequel on va pouvoir grouper ou filtrer. Donc group by where. Voilà. On verra que ça a son importance après. Donc là, la plupart de mes champs sont de type dimension. Ensuite, j'ai des champs de type métrique. Ceux-là, c'est plutôt des champs où on va vouloir faire de l'agrégation, n'importe quelle fonction mathématique sur des champs numériques. Donc là, j'ai mis quelques numériques dedans, entre autres les coordonnées X et Y du champ, qui va permettre par exemple d'aller requêter sur certaines portions de Chicago. Et après, on a des champs de type datetime, c'est un peu comme des métriques, c'est fait pour faire des agrégations dessus, ou du filtre aussi d'ailleurs, sur les métriques on peut. La spécificité du datetime, c'est que vous allez spécifier dans quel format de date Pinot reçoit les données et quel format doit être stocké. Par exemple, là, je dis que c'est du format ISO à la milliseconde et que je vais stocker à la seconde. Et donc, ça permet de réduire la granularité des dates. Ça peut être pratique. Voilà. Donc, une fois qu'on a... Pardon, super. Une fois qu'on a notre schéma, il va falloir aller créer la table. Donc là, je vais pouvoir aller... ça s'appelle table. Vous montrer. Donc, une spécification de table, c'est très simple. On lui donne un nom. Une configuration des segments. J'ai dit que les segments... ils utilisaient le schéma Chicago Crimes, le schéma que je viens de vous montrer, qui sont répliqués une fois. De toute façon, tout est sur ma machine, on ne va pas répliquer sur ma machine. Table index config, j'ai rien, j'ai pas d'index. Et ensuite, un petit peu, je précise que c'est une table de type offline. Après, j'ai l'information des tenants. Donc, Pinot peut être multi-tenant, ça veut dire qu'au sein d'un cluster Pinot, vous pouvez définir plusieurs tenants, plusieurs groupes de serveurs qui sont regroupés dans un groupe logique. Et vous pouvez dire que telle table elle va être sur tel groupe logique de serveurs. Voilà. C'est à ça que ça fonctionne les tenants. Donc une fois que tout ça c'est bon, on va aller créer la table. Donc là, pareil, la communauté Pinot fournit un petit conteneur de cœur, en fait, où vous pouvez aller lui passer des jobs, entre autres des jobs de création de table. Donc là, c'est ce que je fais. Donc j'utilise l'image Pinot. Je lui donne la commande add table, je lui donne la configuration du schéma et la configuration de la table que je vous ai montré. Je lui dis d'aller se connecter au contrôleur host et il va aller créer la table. Voilà. Ensuite, je vais aller créer la donnée. Donc, pour charger la donnée, j'ai un job. Alors, je vais lancer le job et je vous le montrerai après le job parce que ça va être un peu lent. Donc là, je vais lancer le job de création de la donnée et je vais aller vous montrer le job. Non, c'est pas ça. Alors, le job, donc c'est un job d'ingestion. Donc pareil, en fait, j'utilise le conteneur Docker de Pinot et je lui dis, la commande, c'est à peu près la même chose, hein, c'est la commande launch data ingestion job et je lui passe la spécification du job. Hein. Donc voilà la spécification du job. Donc là, c'est un job de type segment creation and tar push. Donc il va créer des segments pour la table. Il va prendre en entrée un ensemble de fichiers CSV. Donc là, c'est tous les fichiers CSV qui sont dans le répertoire que je monte dans le conteneur. Je vous montrerai les fichiers CSV après. Et il va créer des segments, il va faire un tar du segment et il va le pousser sur les serveurs Pinot. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et on lui dit, mon record, c'est de type CSV. On lui dit donc d'utiliser un CSV record reader. Et ensuite, d'utiliser la table Chicago Crimes, dont le schéma est à cet endroit et la configuration est à cet endroit. Voilà. La donnée que je mets, c'est pas compliqué, hein, c'est de la donnée CSV. Donc vous voyez là, j'ai un CSV, la première ligne c'est le nom des colonnes dans mon CSV qui correspond au nom des colonnes dans ma table, et ensuite c'est le CSV, donc il va lire le CSV et il va pousser la donnée. Cool. Alors, ça m'étonnerait que le job soit déjà terminé, et donc soit je vous fais soit je vous dis quelques blagues, soit je vous montre un petit peu l'interface de Pinot. L'interface de Pinot. Ouais, mais ça va être des blagues sur les Bretons. On m'a dit de pas le faire. Donc là, c'est l'interface de Pinot. Donc là, je suis dans la partie Cluster Management. Je vois que j'ai un tenant, un contrôleur, un broker, un serveur. Si je clique dessus, je peux avoir des informations sur le serveur. Voilà, entre autres la configuration et ainsi de suite. Et j'ai les informations sur ma table. Donc là, je vois que j'ai un schéma qui s'appelle Chicago Crimes
et une table qui s'appelle Chicago Crimes offline. Offline parce que c'est une table offline, tout simplement. Il l'ajoute dans le nom de la table. Là, ici, je peux récupérer l'information du schéma tel qu'il a été créé. Donc, je vois tous mes champs, leur type et le field type, ce que j'avais appelé la catégorie. Donc, si c'est dimension, métrique ou date time. Voilà. Et donc là, à un moment, je vais avoir mes segments qui vont se créer. On peut aller jeter un coup d'œil. Ça va se créer ici, là, dans le segment. Donc là, les segments sont en train d'être créés. On va savoir, ça va très bientôt se terminer. Donc il a créé 5 segments sur les 6. J'ai 6 fichiers CSV, ça va créer 6 segments. Donc c'est en fait comme ça qu'on peut... Les segments, c'est la base de la parallélisation parce que vous pouvez, si vous avez 6 segments, vous pouvez les mettre sur 6 nœuds différents et donc paralléliser vos calculs de votre table sur vos 6 nœuds. C'est assez classique. Et donc, quand on fait du offline, la seule manière d'avoir plusieurs segments, c'est de découper les fichiers qui vont nous servir à remplir la table en offline. Voilà. Donc là, c'est terminé. J'ai mes 6 segments, et mes segments ont été poussés dans Pinot. Voilà. Donc là, j'ai ma table, elle a 6 segments, et elle a une taille de 475 MB. Alors c'est assez intéressant, ça, le fait qu'elle ait une table de 475 MB, parce que si on regarde la donnée que j'avais en entrée, ben on verra que moi, j'avais 1,5 giga en entrée. Et une fois que c'est stocké dans Pinot, ça fait 475 MB. Bon, on verra plus tard. Là, ici, c'est la console qui permet d'accéder, d'appeler, de requêter la table. Donc, à chaque fois qu'on fait une requête dans Pinot, on a des informations de statistiques et on a le résultat. Je vais reprendre mes requêtes. Donc, je vais lancer un ensemble de requêtes et on va aller regarder à peu près comment ça se passe. Je lance tous, mais c'est un peu tous le même style. C'est parce que ça aura de l'importance après. Donc, bon, un petit count étoile pour vérifier que tout marche. Ok, c'est bon. Et j'ai 6 450 000 données dans ma table. Voilà. Là, je vais faire une première requête où je vais sélectionner l'année et pour chaque... Je vais grouper par année et pour chaque année, je vais faire un count étoile et je filtre sur arrest égale true pour n'avoir que les crimes où on a où on a arrêté le coupable. Donc là, à chaque fois, vous voyez le temps que ça a pris. Donc si on requête 2-3 fois, on chauffe les caches et on voit le temps réel. Donc là, on est à 24 millisecondes pour une requête qui va donc traiter 1,5 giga de données et avec sur 6 millions de lignes. Tout sur mon PC, c'est pas trop mal. Et donc là, il vous dit qu'il a scanné 1,7 million documents sur un total de 6 millions. Et un petit peu plus loin, on a des informations sur le nombre d'entrées qui ont été scannées. Et là, en fait, il a, dans la phase de filtre, donc dans le where arrest égale true, il a scanné 6,4 millions, ce qui est normal, il n'y a pas d'index, donc il a fait un full scan. Et ensuite, en sortie, il a scanné à la sortie du filter 1,7 million. Voilà. Donc ça, c'est les informations que moi j'ai trouvées le plus utiles. Donc, à peu près toutes les requêtes vont répondre à peu près de la même manière. Donc là, si je fais... si je veux toujours faire le nombre de crimes par année pour le primary type narcotics, on verra que ça va, pareil, retourner à peu près dans les 22 millisecondes. Donc là, j'ai encore filtré sur une colonne de type dimension. Et j'ai groupé par hier, qui est aussi une colonne de type dimension. Là, je vais faire un supérieur. Donc je vais par année compter les crimes dont la coordonnée X est supérieure à, je ne sais plus combien, c'est 1 180 000. Là, c'est un petit peu plus lent, 32 millisecondes. Bon, c'est pas non plus super lent, mais voilà. Là, je filtre par yard. Je fais toujours un peu la même chose. Voilà, donc là, on a toujours à peu près dans la vingtaine de millisecondes. Et le dernier, je vais faire une agrégation. Donc, alors mon agrégation est certainement totalement stupide, mais c'est pas grave. Par année, je vais faire la somme de la donnée community area. J'ai pris un integer au hasard à l'intérieur. Voilà. Donc j'agrège l'intégralité du dataset en faisant la somme de la colonne community area. Et quand on fait une agrégation, c'est un petit peu plus long. Bon, voilà, on arrive dans les 30 millisecondes. Alors, à chaque fois, je dis c'est un petit peu plus long, mais en soi, c'est pas super long. Alors, juste, je vais tricher pour pas... Excusez-moi, juste quelques secondes. Je vais lancer
la création du deuxième dataset pour éviter que ça prenne trop de temps. Et ensuite, je vais reprendre la présentation. Donc, alors, pour une utilisation offline, là, comment on fait? On crée un schéma avec les champs de la table, qui sont soit dimensions pour filtrer et grouper, soit métriques pour agréger ou datetime pour agréger. On crée une table depuis le schéma, on charge les données depuis un job, et ensuite on va pouvoir utiliser la console web, un client, le client Java par exemple, je vous ferai une démo à la fin, ou l'API pour pouvoir aller requêter notre table. Alors les résultats, on a vu que les requêtes s'exécutent en quelques dizaines de millisecondes sur un dataset de 1,5 gigaoctets et 6,5 millions de lignes, ce qui est quand même une bonne performance même si tout tourne en local. Les segments prennent 476 mégaoctets sur 10, c'est intéressant. Pourquoi ça? Parce que chaque champ, en fait, les colonnes sont jamais stockées en brut en fait dans Pinot. Les colonnes sont toujours stockées sous forme d'index. Par défaut, un champ de type dimension, par défaut, chaque champ est stocké dans un forward index. Et pour les dimensions, c'est un forward index de type dictionnaire. Et sinon, c'est un forward index de type raw value. Qu'est-ce que ça veut dire un forward index de type dictionnaire? Ce qu'on appelle un Dictionary Encoded Forward Index with Bit Compression. Le principe, c'est de dire, j'ai une colonne avec 6,5 millions d'entrées, mais dans mes 6,5 millions d'entrées, j'ai une cardinalité très faible. Par exemple, c'est primary type. Primary type, il y en a 15. Il y a 15 types de crimes. Et en fait, au lieu d'aller stocker 6,5 millions drugs, theft, murder, je vais remplacer par l'identifiant de la chaîne drugs, l'identifiant de la chaîne murder. Et donc il va stocker des identifiants au lieu de stocker la valeur du champ. Et la valeur du champ, elle est stockée à côté dans un dictionnaire. Ça permet de réduire la taille du dataset au niveau du stockage. Donc ça, déjà, par défaut, tout est dans des forward index. Mais on peut créer des index supplémentaires. Entre autres, on peut créer ce qu'on appelle un index inversé. On peut créer aussi des Bloom filters, des range index, un start tree index, timestamp index, et aussi plein d'autres index, mais ça, c'est vraiment les index principaux. On a ensuite des index pour tout ce qui est géocoding, traitement de JSON, recherche de texte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inverted index? L'inverted index, en fait, c'est un peu l'index le plus classique. C'est très efficace. C'est celui qu'on utilise souvent sur les bases de données. C'est très efficace, encore une fois, quand on a une cardinalité faible. Le principe, c'est quand vous avez de la donnée qui est stockée classiquement, elle est donnée comment? Vous avez l'identifiant de la donnée. Ici, on parle de document ID, puisque c'est des documents JSON qu'on pousse dans Pinot, enfin plus ou moins. Vous avez ensuite les colonnes. Donc là, ici, j'ai mis qu'une seule colonne, primary type. Là, je vois que le document 1, il a un primary type de murder. Le document 2, il a un primary type de murder. Le document 3, il a un primary type de drugs. Dans un index inversé, on va créer une structure de données séparée de la colonne, où en entrée, on aura le primary type, murder et drugs, et ça nous permettra de pointer vers l'ensemble des documents. Donc, murder va pointer vers le document 1 et 2, donc il aura on va stocker les identifiants 1 et 2, drugs, l'identifiant 3. Voilà, donc ça c'est un index inversé, c'est les index assez classiques. On a un autre, alors c'est pas vraiment un index, c'est ce qu'on appelle un Bloom filter. Donc un Bloom filter, ça permet d'exclure les segments qui ne contiennent aucun enregistrement, aucune ligne dans votre table correspondant à un prédicat d'égalité. Donc le but, c'est quand vous faites une requête, select star from Chicago Crimes where ward égale 15, en fait, quand il va lire les segments, il va accéder à une petite structure de données qui aura été créée par le Bloom filter qui va lui dire sur ce segment, est-ce que oui, non, j'ai ward égale 15. C'est pas de l'exact, c'est basé sur des calculs de probabilité, mais ça permet très très rapidement d'exclure des segments, ce qu'on appelle du segment pruning. Et quand c'est utilisé, c'est très efficace puisque le segment, vous ne le lisez même pas. Le range index, c'est à peu près comme un index inversé, mais au lieu de créer une entrée dans l'index, ce qu'on appelle un mapping, pour chaque donnée, il va le créer une entrée dans l'index pour une plage de valeurs. Si vous avez une colonne à forte cardinalité, donc une colonne où quasiment tous les entrées dans la colonne sont différents, si vous utilisez un inverted index, vous allez avoir votre index qui va être aussi gros que votre colonne. Il n'y a aucun intérêt, puisque Pinot stocke en colonne, il n'y a aucun intérêt d'avoir des index inversés si on a une cardinalité élevée. Okay,
Dans ce cas-là, on peut utiliser à la place un index de type range et qui va créer un mapping pour une plage de la valeur au lieu de le créer par valeur. Ça permet d'économiser de l'espace pour des colonnes qui ont une forte cardinalité, donc beaucoup de valeurs distinctes. Si vous avez des colonnes de type timestamp, il y a un index qui s'appelle un timestamp par index. C'est un range index qui a été optimisé pour les timestamps. Donc c'est celui-là à utiliser sur les timestamps et c'est le même principe. L'index le plus intéressant. Il est tellement intéressant que la boîte qui aujourd'hui contribue le plus à Pinot et qui propose du support de Pinot s'appelle StarTree. C'est le StarTree Index. Donc le StarTree Index, le principe, c'est qu'il va créer une structure de données en plus de vos données dans votre segment, qui va contenir des préagrégations partielles de votre donnée. Donc l'index StarTree, c'est quand vous voulez faire de l'agrégation. Vous allez créer un index StarTree, il va créer une représentation en arbre de votre donnée, en mettant en fait des ensembles de nœuds des ensembles d'enregistrements dans les nœuds, et il va créer des préagrégations, des partiels, et après quand vous requêtez, vous avez les préagrégations, et donc vous réutilisez les préagrégations que vous agrégez. Donc, il va précalculer, stocker une ou plusieurs préagrégations. Il va utiliser une structure de données en arbre pour précalculer des sous-agrégations en fonction d'une dimension à certains nœuds de l'arbre. Donc vous lui dites, pour la dimension hier, calcule-moi la préagrégation de somme de x coordinates. Au requêtage, Pinot va sélectionner dans cet arbre, donc les nœuds qui auront les préagrégations, il va réagréger ces sous-agrégations. Voilà. Donc, ça, c'est un StarTree. Vous rentrez par le début, le root node, et ensuite, après, vous allez avoir un ensemble de nœuds. Les nœuds sont soit des nœuds leaf, donc des nœuds finaux, blue. Dans ce cas-là, ils vont contenir un ensemble de records. Soit des nœuds green, qui sont des nœuds intermédiaires qui permettent de resplitter les datasets. Donc en fait, il va splitter votre dataset sur les différents nœuds de manière hiérarchique en découpant des nouvelles branches en fonction du nombre d'éléments. Donc en fait, pour que dans chaque nœud, on ait un nombre d'éléments qui soit... Enfin, c'est configurable, mais voilà, on a un certain nombre d'éléments dans chaque nœud. Et ensuite, pour chaque branche, il va calculer ces fameuses préagrégations qu'il va mettre dans un nœud jaune, qui est le star node. Voilà. Et tout ça, donc, c'est basé sur une dimension, donc il y a du dimension split. Vous pouvez le baser sur plusieurs dimensions. Dans ce cas-là, il va créer des nœuds pour chaque dimension. Et donc, dans chaque nœud, il a un ensemble d'éléments, et sur chaque branche, il a la sous-agrégation qui correspond au nœud à cet endroit-là. Et certains nœuds sont des nœuds qui ne portent pas d'éléments, c'est des nœuds qui permettent de faire des embranchements. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre requête. Pinot, au lieu d'aller lire les 6,5 millions de lignes, il va aller lire les 3 star nodes. On verra un petit peu plus, mais il va aller lire les star nodes, et votre agrégation, elle est quasi immédiate. Ça semble cool? Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Donc, j'ai une définition de table légèrement différente. Pardon, le job ingest, on s'en fout. Je vais aller juste vous montrer la définition de table. Donc, je reprends le même schéma. J'ai un job d'injection qui est exactement pareil, sauf que j'ai une table dans laquelle je vais aller configurer un ensemble d'index. Donc là, au niveau des index, j'ai mis un index inversé sur la colonne primary type, un bloom filter sur la colonne ward, un range index sur la colonne x coordinate. Et j'ai défini un StarTree index. Alors sur le StarTree index, on peut configurer plein de choses. Moi, j'ai fait le minimum. J'ai dit que la dimension sur laquelle on va faire le split, donc la dimension sur laquelle on se base, c'est year, et que la fonction d'agrégation, c'est sum de community area. Donc c'est sum __, le nom de la colonne. Voilà, et c'est tout. Donc maintenant, on va aller regarder ce qu'il a créé. Donc il a créé une deuxième table. Cette table est légèrement plus grosse. Il y a les index, entre autres, il y a le StarTree index qui est stocké dans mes segments. Et sinon, c'est à peu près la même chose. On a le même nombre de données. Voilà. Si on regarde, si on refait on a la même chose. Et je vais maintenant aller reprendre mes requêtes.
et on va voir est-ce que ça fait une différence. Alors ça, je peux peut-être vous faire... Bon, ça va, c'est visible. Alors, la première requête, c'est mon compte étoile pour vérifier que tout marche bien. Ok, donc j'ai toujours mes 6 450 000 records, hein, tranquille. Donc là, je vais refaire un select year count étoile toujours, avec un where arrest égale true. Il n'y a pas d'index sur arrest. Est-ce qu'il y a une différence? Non, ça répond toujours pareil. Le fait d'avoir ajouté des index ne va pas ralentir les requêtes qui ne passent pas par l'index, qui est normal. Tout se passe bien. J'ai un index indexé sur la colonne primary type, donc ma requête qui va requêter avec un filtre sur primary type devrait passer par l'index inversé. Ouais. Et effectivement, j'ai un temps de réponse qui est en dessous. On était dans l'ordre de 25 millisecondes sans index, 11 millisecondes avec index. Alors les chiffres, c'est sur tout et sur mon poste, donc bien sûr, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, mais c'est un ordre d'idée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on va regarder les informations les statistiques, on voit qu'il n'a rien scanné dans le filtre. Donc le filtre, c'est la clause where. Il n'a pas scanné la table, ce qui est tout à fait normal. Il est passé par l'index, donc il n'a pas besoin de scanner l'index, puisque l'index, il a les entrées. Donc il est passé par l'index, il a vu primary type, narcotique, il a fait un accès direct, il avait tous les identifiants des documents qu'il devait scanner. Et donc après, il a scanné les 636 000 documents. Voilà. Donc l'inverted d'index, c'est sympa. Ça marche bien. Donc là, je fais une requête avec un where sur xCoordinate. xCoordinate, on a un range index. Donc là, on voit que le temps de réponse descend un petit peu. La dernière fois que j'avais fait, il était descendu un petit peu plus. C'était pareil que le... Oui, non, c'est ça. Il descend un petit peu. On passe de 30 millisecondes à 20 millisecondes à peu près. J'ai des chiffres après, hein, plus exacts. Qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde au niveau du Nument Tree Scan-in Filter, au lieu d'avoir scanné les 6 millions 5 éléments, il en a scanné 640 000. Le range index, il a une entrée pour une plage de valeurs, donc il va lire cette entrée pour les plages de valeurs, et après il va quand même devoir aller scanner toutes les entrées qui correspondent aux plages de valeurs. Puisque ce n'est pas un index qui a une valeur pour chaque... chaque valeur n'a pas son entrée dans l'index. Donc automatiquement, il y a quand même du scan, mais on va scanner 10 fois moins d'entrées, ce qui explique que les performances soient meilleures. Alors, testons le Bloom Filter. Donc, where awards égale 45. Et là, pas de changement. Ce n'est pas un effet démo, pas de changement. Pourquoi? Parce que le Bloom Filter, lui, ce qui permet, c'est de faire du segment pruning, donc permet d'exclure un segment d'une requête, parce qu'il saura qu'il n'y a pas la valeur ward égale 45 sur ce segment. Seulement, comment est-ce que j'ai créé mes segments? De manière technique, en prenant chaque CSV et en créant un segment par CSV. Je n'ai aucune idée de comment sont réparties mes données sur mes CSV. Donc, le Bloom Filter marche très bien quand vous avez des segments qui sont basés sur la valeur du champ. On peut dire que je crée un segment pour chaque ward ou pour des plages de valeur du champ ward, et dans ce cas-là, on peut utiliser un Bloom Filter. Mais dans ce cas-là, ça aussi, c'est très très difficile à faire avec du offline, on va plutôt le faire sur du real time. Donc le Bloom Filter pourrait être intéressant si j'avais pris quelque chose qui avec plus de valeurs différentes, plus de valeurs uniques, parce qu'il y a plus de chances qu'on ait un segment qui soit pruné. Et donc là, ici, le Bloom Filter, c'est un petit peu plus compliqué à tester sur des petits datasets et quand on est sur de la donnée offline. Le dernier, le Start Tree Index, donc je vous avais montré, j'ai créé un Start Tree Index sur la dimension year avec le pré-calcul de la fonction sum de community area. Quand on fait ça, là, on voit que ça devient vraiment intéressant. On a une requête qui passe de 30 millisecondes à 6, 7, 8 millisecondes, ce qui veut dire de toute façon une différence... quand on est de l'ordre de la milliseconde, c'est difficile à savoir en termes de performance. Ce qui est très très intéressant, d'abord,
Alors, il n'y a pas de filtre, donc Newman Tree Scanning Filter, voilà, c'est normal. Mais ce que vous avez, le nombre d'entrées qui a été scanné, c'est 264 entrées. Pourquoi 264 ? Parce qu'il a scanné 132 documents. En fait, le StarTree a créé des documents avec les préagrégations. Il y en a 132, et pour chaque document, il a lu year et sum de community area, donc il a lu 264 entrées. Donc automatiquement, au lieu d'aller lire 6 400 000 entrées, il en a lu 264, donc c'est beaucoup plus performant, puisqu'il s'est basé sur les sous-agrégations qui ont été précalculées. Cool. Alors, pour notre inverted index, sans index, on était à peu près à 25 millisecondes et avec index, 11 millisecondes. Ça, c'est les résultats que j'ai eus hier. Et donc, ce qu'on peut voir, la grande différence, c'est qu'il ne va pas faire un scan intégral de la table parce qu'il va passer par l'index. Donc, là où sans index, on a un nombre d'entrées qui sont scannées dans le filtre qui sont de 6,4 millions, avec index, 0. Pour un range index, on va avoir quelque chose qui est proche. Sans index, on avait 29 millisecondes, avec index, 11 millisecondes. Là où précédemment, on scannait 6,4 millions entrées, là, on va en scanner 640 000, ce qui explique la différence de performance. Pour un Bloom filter, c'est non applicable à ma démo, donc c'est difficile à savoir l'intérêt. Mais vous imaginez, si vous preniez un segment, vous gagnez 1/6 de temps, certainement. Pour un StarTree Index, là, on voit qu'il y a un gain assez conséquent. Donc hier, quand je l'avais fait, je suis passé de 31 millisecondes à 6 millisecondes. Pourquoi ? Parce que sans le StarTree Index, il va scanner les 6,4 millions, tandis qu'avec le StarTree Index, il n'en scanne que 132 documents. En fait, quand vous lisez la documentation sur le StarTree Index, il vous dit ce que fait un StarTree Index, c'est ce que font certains en dénormalisant et en disant j'ai des requêtes souvent qui agrègent sur ce champ, je vais faire des batchs qui vont préagréger ce champ, le mettre dans une table d'agrégation, et je vais requêter ma table d'agrégation. Le StarTree Index fait ça pour vous automatiquement, sauf qu'au lieu de le faire pour toute votre table et donc de créer une grosse structure de données, il le fait pour un ensemble d'entrées, et donc il va avoir un compromis place utilisée et performance qui va être fait automatiquement. Donc ça, c'est le grand intérêt du StarTree Index. Ok, j'en ai fini pour les index. Maintenant, il y a un petit truc quand même qui me turlupinait. Je veux dire, on nous dit une base real-time. Moi, j'ai un peu bossé avec Hadoop, j'ai fait plusieurs technologies de grosses bases de données, même quand on fait des systèmes comme Elasticsearch ou autre, il y a des moments quand on fait des grosses requêtes d'agrégation, c'est rare qu'on puisse quand même les appeler 10, 20, 30 fois par seconde, générer 30 fois par seconde des requêtes et que le truc y réponde encore. Hein. C'est quand même assez rare. Pourtant, Pinot, c'est ce qu'il nous promet. Donc, pour une utilisation real-time, ce qu'il faut, c'est pouvoir réaliser des requêtes concurrentes sans que le temps de réponse se dégrade trop. Imaginons, vous avez une page analytics, donc dans LinkedIn même, ou sur le site Uber, vous avez certaines pages qui appellent du Pinot. LinkedIn, je ne sais plus c'est où. Uber, ils ont expliqué que c'était pour les restaurateurs sur leur page de suivi. Ils appellent du Pinot pour faire des requêtes d'analytics en temps réel. Hein. Donc, si on veut pouvoir faire ça, dans une interface utilisateur utilisée par des millions de gens, pouvoir faire des requêtes analytics en temps réel, il faut que ça puisse répondre. Donc on va tester ça avec un microservice que je vais coder en Java, qui réalise une requête Pinot. Alors je ne vais pas le coder parce que je l'ai déjà codé. Donc le microservice, je vous le présente, il est très très simple. Donc, comme je suis contributeur Quarkus pour le fun, j'ai fait une petite extension Quarkus Pinot. Voilà, ça c'était juste pour rigoler. Donc le principe, c'est une application Quarkus. Je la configure juste avec l'URL du Zookeeper. Et après, je peux injecter dans mon code Java une connexion à Pinot. Voilà. La connexion Pinot, c'est comme si en Mongo, vous injectez un Mongo client, en base de données, vous injectez une section base de données, enfin c'est la même chose. Voilà. Donc c'est la connexion.
je la configure dans mon application properties, je l'injecte ici. Ici, c'est un endpoint JAX-RS, donc c'est pour faire du web service classique. Ça va répondre en HTTP sur /hello. J'ai été tellement fainéant que j'ai même pas changé le /hello. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous faire une requête, ça va lancer la requête select year contextual from Chicago crimes where primary type égale narcotics, groupe by year. Donc je passe même pas par l'index, hein, c'est la requête sur Chicago crimes qui va lire les 6 millions 4 d'entrées à chaque fois. Et après, donc ça c'est le code Pinot. Donc je crée un objet request. Je dis que c'est le format SQL. Il y a un autre format de requêtage qui est déprécié de toute façon, donc on ne va pas en parler. J'exécute la requête depuis mon objet connexion. Ça me retourne un result set group. Je prends le premier result set. Je ne sais pas à quoi ça peut servir les autres. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends un string builder et puis je concatène les résultats. C'est vraiment basique. Et donc je vais vous lancer l'appli et vous montrer ce que ça fait. Là, je suis une feignante, je ne construis même pas mon jar, je le lance en mode dev de Quarkus. Et donc, si je fais un curl sur localhost, ouais, donc sur mon appli, là, ça va me répondre ça. Donc ça répond ça, ça fait la requête, et ça me retourne les résultats avec year, espace pipe, espace mon contextual. Alors, si on veut regarder combien de temps ça prend, ok, on est à 50 millisecondes. Donc pour une requête qui fait 25 millisecondes sur ma base, ça fait 50 millisecondes de temps de réponse depuis mon endpoint 13, c'était à peu près normal. Hein, ok. Eh bien, on va charger. Donc je vais utiliser WRK, c'est ce qu'on appelle un URL basher. Donc lui, il va appeler cette URL pendant 1 minute. Et puis il va juste taper dans le truc pendant 1 minute avec 10 connexions et 10 threads. Donc il fait le maximum d'appels. Normalement, ça devrait générer à peu près 80 requêtes par seconde. Pas négligeable, hein, déjà, c'est pas mal. Hein. Tout tourne sur ma machine. D'ailleurs, ça commence à tourner. Hein. Donc, effectivement, quand je faisais les requêtes d'agrégation ou quoi que ce soit, j'avais jamais le ventilateur qui se déclenchait, quoi. Hein, je fais de l'agrégation sur 6,4 millions de données. Rien, il s'en fout. De toute façon, tout est en mémoire, ça c'est autre chose, mais voilà. Hein, j'ai beau avoir 4 conteneurs de démarrer, le PC faisait pas grand-chose. Par contre, là, quand j'appelle en temps réel, quand j'appelle avec des requêtes concurrentes, ça commence à être un peu lent. Voilà. J'aurais peut-être pas dû le lancer sur 1 minute. Mais bon. Tuc. Et on va pas tarder à avoir les résultats. Et les voilà. Donc là, j'ai généré 75 requêtes par seconde et j'ai une latence moyenne de 130 millisecondes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 130 millisecondes pour appeler un endpoint avec 75 requêtes par seconde alors que tout tourne sur mon poste et que le endpoint il fait une requête d'analytique sur 6,4 millions de données, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sachant que dans les concurrents de Pinot, il y a des systèmes qui lancent des jobs quand ils font des requêtes. Quoi. Si vous êtes sur des systèmes Hadoop des systèmes, ou Apache Impala, des choses comme ça, c'est déjà lent juste à démarrer la requête. Quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Donc pour moi, real time, oui. C'est bon, pour moi, on peut valider le fait que Pinot peut être utilisé en real time. La promesse qu'il donne, pour moi, elle est bonne. Donc, quand je l'avais fait hier, j'avais 80 requêtes par seconde avec une moyenne de 125 millisecondes. Là, on est un petit peu moins de requêtes par seconde avec un petit peu plus de temps de réponse, mais ça reste quand même quelque chose de pas mal pour pouvoir aller offrir de l'analytics en temps réel pour vos utilisateurs sur des gros volumes de données. Voilà, ça conclut donc cette présentation, cette exploration d'Apache Pinot. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc si vous avez des questions, on a encore largement le temps, mais en sachant que si c'est des questions trop compliquées, de toute façon, j'y répondrai pas. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question par rapport à l'aspect real-time sur le fait que la mise à jour des données en concurrence par rapport à des requêtes read. Du coup, est-ce qu'on peut, comment ça se comporte si on injecte beaucoup de
d'update dans Pinot pour que justement la fraîcheur des données soit pour le coup real-time? Alors, moi, j'ai testé que la partie offline et j'ai pas les informations sur comment il gère ces transactions. Donc, je sais pas si c'est de l'indexation temps réel ou pas. Non, ça, j'aurais pas l'information. Mais ça reste fait pour de l'analytics. C'est pas pour faire du transactionnel. Ouais, je sais, Elasticsearch, par exemple, fait du refresh toutes les secondes par défaut, des choses comme ça. Mais ça, je ne sais pas. Ouais. Oui, bonjour. Je voulais savoir si tu avais regardé le comportement de Pinot vis-à-vis des jointures. Ce que permettait le moteur ou s'il y avait des limitations. Non, j'ai pas regardé les jointures. Je travaillais sur une seule table. Bon, merci. Oui, bonjour. Plus qu'une réponse, un commentaire sur l'aspect real-time. En dehors des offline tables, il y a des real-time tables qui se branchent notamment sur des brokers Kafka et on peut faire de l'indexation en temps réel. Mais la question était, est-ce que quand on indexe en temps réel, la donnée elle est tout de suite disponible. Donc oui, ok. Voilà, intéressant. Est-ce que les résultats sont intégrables dans un ELK? J'ai du mal à comprendre la question. Un Elasticsearch derrière, est-ce que les statistiques qui sont représentées sur le tableau, je peux les extraire et en faire des statistiques? En fait, quand tu fais les statistiques que je montrais, c'est quand je fais une requête, j'ai les statistiques d'exécution de la requête. Ces statistiques-là, tu peux les récupérer même via l'API Java, tu peux les récupérer, tu les as dans l'API. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Ouais. Okay, elles ne sont pas juste dans l'interface ici. Hein. L'interface de Pinot, elles ne sont pas que là. Merci. Je voulais savoir si on pouvait ajouter des segments même sur la partie offline. Une fois qu'on a fait l'ingestion principale, est-ce qu'on peut ajouter d'autres segments? J'imagine que sur l'offline, on ne peut pas ajouter des données dans un segment existant. Bonne question, je pense. Parce que tu peux même recharger en fait tu peux en fait aller recharger tes segments. Donc je pense que tu peux les ajouter. Oui, bonjour. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en prod et qui tourne actuellement? Alors moi je ne l'ai pas mis en prod, mais LinkedIn et Uber l'utilisent en production aujourd'hui. Ouais. Donc c'est plutôt... la dernière version c'est 0.9.3, il y a la 0.10 qui va sortir, mais c'est toujours pas la version par défaut sur le site. Mais malgré que ça soit un 0.9.3, il faut bien penser que c'est la fondation Apache derrière, hein, donc ils n'arrivent pas en 1.0 tout de suite. C'est quand même un outil qui est utilisé dans beaucoup de grosses sociétés. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci de le mettre en production aujourd'hui. Et puis derrière, par exemple pour la partie cluster management, c'est du Zookeeper qui est une technologie ultra éprouvée. Enfin, derrière, on va retrouver des choses qui sont assez éprouvées. Merci pour la conférence, c'était super intéressant. Je voulais savoir si à Apache Pinot c'était facile de mettre en place de la haute disponibilité, si tu avais regardé de ce côté-là. Alors par défaut, il est en haute disponibilité puisque son mode de fonctionnement c'est avec plusieurs serveurs. Donc il fait la haute disponibilité, elle est par défaut puisque tu peux tu démarres en fait autant de serveurs que tu veux par rapport à un contrôleur. Tu vois, c'est ce que j'avais. Voilà, tu vois, ici, tu as le contrôleur et le broker, et des serveurs, tu peux en mettre autant que tu veux. Je crois même que tu peux mettre plusieurs contrôleurs, enfin oui, de toute façon c'est du Zookeeper, donc tu peux mettre plusieurs contrôleurs, plusieurs brokers. Tu peux tout répliquer pour avoir de la disponibilité à tous les niveaux. Oui, allô? Ah oui. En termes de langage par rapport à SQL, à quel point c'est complexe au niveau des fonctions, des différentes fonctions sur...
d'interrogation, de requêtage. Alors c'est vrai que je m'étais dit de vérifier qu'il était SQL ANSI, donc j'ai pas la réponse. En fait, il faut aller regarder sur leur site. Ils expliquent, ils donnent la liste des fonctions qui sont supportées. On va avoir les fonctions mathématiques classiques, on va avoir des fonctions pour du géocoding, pour la manipulation de JSON et de chaînes de caractères. Après, je connais pas je connais pas trop le détail pour te le dire. Je ne suis pas non plus spécialiste BigQuery, donc c'est un peu difficile à gérer. BigQuery, il est SQL ANSI, normalement. Donc on va avoir de toute façon des choses qui sont du même niveau. Par contre, le détail est toujours dans les fonctions supportées. BigQuery supporte en plus les user-defined functions. Pinot, je ne suis pas sûr. Donc ça dépend aussi. Eh ben, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je traînerai peut-être du côté du stand Zenica. Et n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou mon mail si vous avez d'autres questions.